Nous sommes à la deuxième partie de notre rétrospective 2021 sur Bosolo Télévision. Et la deuxième partie reçoit pour vous le président Fiyou Ndondoboni. Il est président du Parti Orange. Président Fiyou, bonjour et bienvenue dans la rétrospective de l'actualité sur Bosolo Télévision. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'échanger avec vous concernant toutes les questions qui concernent la République et surtout pour que notre population soit suffisamment édifiée et qu'elle puisse s'engager en 2019 avec un esprit, une vision d'espoir rassurée qui lui permettra de relever tous les défis qui se présenteront devant lui, c'est-à-dire le peuple. Voilà, vous êtes là pour nous, en forme, vous êtes en forme. Très en forme, par la grâce de Dieu. Bonne année. Merci, pareillement. Voilà. Président Fiyou, nous venons de suivre tout à l'heure les éléments du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti au pouvoir. C'est une première fois que ce parti prend le pouvoir. Dites-nous un peu, comment avez-vous jugé la marche de ces partis politiques? Bon, je crois que le parti politique, l'UDPS, s'est comporté d'une manière normale, étant donné que ils ont fait une démarcation claire entre l'activité politique en parti et la gestion des institutions. Donc, les institutions ont été gérées. Ceux qui sont aux institutions, c'est désolidarisé. Enfin, c'est, comment je peux dire, le cordon est coupé avec le parti pour gérer les affaires d'État. Et ceux qui sont restés au parti politique, ils ont eu des attitudes qui vont dans le sens d'implanter leur parti. On a vu le secrétaire général faire une longue tournée à l'intérieur du pays pour implanter son parti. On a vu qu'à chaque activité, il y avait toujours, chaque journée spéciale, ils organisaient des activités, ils ont fait de marches, ils ont fait de meetings, ils ont fait plusieurs choses. Ils ont célébré il y a 2 ans leur anniversaire au stade de Marche. Des marches bien sécurisées? Le marche, tout ça. En fait, ils ont eu les autorisations comme tous les autres partis politiques, parce que dans les cadres justement d'un état de droit qui prend le chef de l'État, tout le monde a eu la possibilité de fonctionner et d'avoir ses activités comme tout le monde. Donc l'UDPS fait partie de ces partis qui ont leurs activités comme tout le monde. Parce que n'oubliez pas qu'ils continuent leur implantation dans l'objectif de gagner encore les élections, de soutenir le chef de l'État pour qu'il gagne encore les élections en 2023. C'est tout à fait normal. Ils ont fonctionné comme tout autre parti politique. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez dit que la marche était normale, la marche du parti était normale, et par rapport aux différents propos qui ont aussi blessé. Bon, on ne va pas réagir ici sur le propos des uns et des autres, sinon on va... Je l'ai dit tout à l'heure, Augustin Kabouya n'a cessé de fustiger les différentes positions de prélats catholiques. Oui, parce que... Mais après, nous avons vu les prélats catholiques parlent le même langage avec Osseni, le président de la République, Augustin Kabouya et autres politiques de l'UDPS ont changé. Le secrétaire général de l'UDPS, c'est politique. Il fait ses analyses politiques. Il voit le comportement de certains acteurs politiques et il réagit. C'est tout à fait normal. C'est eux qui sont au pouvoir. Et en tant que parti, il a des réactions qui sécurisent, qui couvrent positivement le pouvoir. C'est tout à fait normal, un comportement normal. Nous avons, nous tous, vu le comportement des églises face à la question, par exemple, de la CENI, certaines déclarations qui n'ont pas honoré d'une manière générale l'ensemble de la communauté congolaise. Mais du moins, il a eu le courage de fustiger et l'essentiel, c'est que ça a été dit. Et bien que c'était de vérités qui ont fait mal, mais cette souffrance de vérité a conduit à ce que... des fois, les acteurs politiques. Ça conduit à ce qu'il y ait harmonisation. Maintenant, tout est clean, les choses avancent. Mais du moins, il n'a pas été hypocrite, comme certaines personnes. Il a dit tout haut, c'est que tout le monde disait tout bas. C'est son style de communication, c'est sa façon de faire et sa façon d'agir. Donc, il revient maintenant aux uns et aux autres de savoir également comment réagir face aux propos mais il veille à ce que ça n'aille pas en violation de nos textes ou de la loi, parce que la liberté d'expression est garantie d'une part par toi qui parles, et d'autre part, il ne faut pas également entrer dans les secteurs où tu devrais commettre certaines erreurs ou fautes, infractions contre la personne de qui tu parles. Donc, vous comprenez, donc, il veillait à toutes ces choses, mais du moins, l'essentiel, c'est que l'année, c'est clôture avec
une harmonisation de vues et nous allons directement tout droit vers les élections en 2023. L'UDPS a fait 37 ans de lutte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'UDPS prêche par l'exemple? Non, vous savez, 37 ans de lutte, c'est dans l'opposition, il faut bien préciser. Parce que quand on n'est pas au pouvoir, on critique. Oui, mais au moment où vous êtes là. Oui, mais 37 ans de lutte, effectivement, c'est dans l'opposition. L'UDPS a été dans l'opposition pendant 37 ans. Maintenant, il y a la gestion du pouvoir. C'est tout un effort, un travail qui est en train de se faire. Et je pense que, positivement, ce travail continue à être fait. Et dans le bilan même du chef de l'État des 3 ans, on se rend compte que il y a eu les 3 ans, 2 années sont parties dans les cadres de bâtons qui se mettaient devant la roue, une année diagnostic profond de problèmes qui ont été identifiés, et maintenant les 2 ans qui restent, c'est pour relever le défi. Vous comprenez? Parce que le Congo doit entrer dans la voie du développement maintenant. Mais pour que ce Congo aille dans la voie du développement, il faut creuser en profondeur, identifier les problèmes, et commencer à changer, de manière à ce que ceux qui viendront plus tard, évidemment à partir de 2028, parce que le chef de l'État va, par la grâce de Dieu, avoir son 2e mandat, ils pourront continuer le bâton, ils pourront continuer la bataille pour que les développements du Congo se poursuivent d'une manière aisée et normale. Alors, M. Fillon Ndondobodé, je ne vous prends pas comme un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, mais vous parlez quand même bien de ce parti politique. Vous avez suivi sa marche durant l'année 2021 qui, les amis d'hier, sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Quand vous attendez Augustin Kabouya tenir des propos très bizarres à l'endroit de Moïse Katumbi, comment avez-vous jugé ça? Non, vous savez, nous sommes en politique. La politique, tout le monde s'est engagé. Les gens qui vous ont servi des béquilles pour arriver là où vous êtes arrivé. C'est pas question de béquilles, parce que qui a servi de béquilles à qui? Donc, en fait, le problème est que le peuple a des attentes. On n'a pas le temps, il n'y a pas le temps pour suivre le caprice des uns des autres. Il faut délivrer, il faut apporter des solutions. Il ne faut pas dire oui et après dire non. Pas dans des insultes comme non, il n'y a pas d'insultes. Il faut pas. S'il y avait d'insultes, il allait certainement avoir de plaintes. La justice allait s'en charger. Donc, il ne faut pas dire oui et après dire non. Ça dérange, ça embête. Parce qu'il y a des attentes. Tout le monde devra s'engager au travail. Il ne faut pas que le caprice des uns et des autres devienne un problème qui empêche la bonne marche des autres. Je crois que c'est que le secrétaire général du UDPS a fait, c'était tout simplement mettre le point sur les i pour que tout le monde s'engage et soit sérieux par rapport aux engagements qu'il prend pour le pays. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, tout le monde est revenu dans sa voie. Il n'y a plus de confusion là-dessus. Les choses sont claires, tout le monde sait où il est et tout le monde sait comment il devra se comporter pour que la marche, pour que les choses puissent aller de l'avant, parce qu'il faut absolument délivrer ce que la population attend du chef de l'État et du gouvernement actuel. Je vous prends au mot, vous avez parlé que le 2e mandat de Félix Tshisekedi est garanti. Quels sont les signaux? Je n'ai pas, c'est vous qui dites, je dis que vous parlez du 2e mandat, oui, parce qu'il a constitutionnellement droit aux 2 mandats. Constitutionnellement, il a droit aux 2 mandats. S'il convainc, bien sûr. Mais évidemment, il est en train de convaincre, il va convaincre. Donc, je disais que les 2 premières années ont été 2 années dures de travail avec ces conflits interminables avec la coalition FCC-CACH. Le chef de l'État a mis en place une stratégie qui le permette d'avoir le feu vert d'action. Ça a été mis en place et maintenant une année de diagnostic, d'identification et de mise en place de systèmes fonctionnels qui a conduit même à avoir pour la première fois dans ce budget, dans ce pays, un budget autour de 10 milliards de dollars, bien que ce n'est pas encore ça, ça va encore s'améliorer, mais du moins, les sources, l'identification de revenus national ont été faites et avec cet argent, il y aura maintenant ce qu'on appelle la répartition équitable de revenus avec toute la population et cela se fait en partie de 2022. Vous comprenez? C'est un plan, c'est une planification d'action pour que, à fin de compte, la population puisse se retrouver. C'est une vision d'action. Le Congo s'est retrouvé dans un trou extrêmement profond et ces trous pour sortir, il faut des stratégies, des analyses, de planification, des actions bien ciblées pour qu'on puisse en sortir. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire et 2022, nous serons comme, au lieu que ça nous soyons dans une voie ordinaire, nous serons sur un chemin de fer
pour aller le plus vite possible et rattraper tout le retard. C'est ce que la population espère, à moins que le budget Effectivement. 2022 ne soit pas un budget fantôme. Nous allons poursuivre l'élan de cette édition de la rétrospective, M. Fiyou Ndondoboni, en parlant de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui persiste. En 2021, des initiatives et mesures idoines ont été prises par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour arrêter l'hémorragie traumatisante de la guerre à l'est du pays. Au mois de mai, un état de siège a été décrété dans la province du Nord Kivu et d'Elituri par le chef de l'État. Malgré cela, la situation sécuritaire dans cette partie du pays en 2021 demeure toujours inquiétante. Image. Transformé en un terrain de lutte par de nombreux groupes armés qui se disputent, entre autres, les différentes ressources naturelles de son sol, 22 ans déjà depuis que l'Est de la République démocratique du Congo est déchiré, massacré et désacralisé par la guerre. Préoccupé par cette situation, en 2021, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, décide d'installer l'état de siège dans les deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le Nord Kivu et l'Ituri, en s'appuyant sur l'article 185 de la Constitution. Pour lutter contre cette chronique des guerres qui frappe la population de ces deux provinces, le 1er mai 2021, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, décide de placer les deux provinces sous la direction d'une administration militaire. En Ituri, Jean Bamanissa est remplacé par le lieutenant général Johnny Luboya Kachama. Et au Nord Kivu, Carly Kassivita est remplacé par le lieutenant général Constantima Kongba. Le 6 mai 2021 intervient l'installation de l'état de siège dans ces deux provinces qui sera prorogé chaque 15 jours. Et à cette fin d'année 2021, nous en sommes à la 15e prorogation. Ce sera l'une des premières mesures prises par le président Félix Tshisekedi, 4 mois après son divorce avec Joseph Kabila. Il fait de la lutte contre les groupes armés dans l'est du pays l'une de ses priorités. L'armée à la tête de ces deux provinces suscite plusieurs inquiétudes dans les chefs de la population ainsi que des politiques. Mais malgré cette haute mesure prise, l'est du pays a subi plusieurs attaques au cours de cette année. La dernière en date est celle du samedi 25 décembre dernier, à Beni, où 5 personnes ont été tuées dans l'explosion de la bombe d'un kamikaze devant un bar de la ville. Les autorités provinciales accusent les rebelles du groupe Force démocratique alliée ADF. Le 22 mai 2021, une catastrophe naturelle plonge les Nord Kivu dans le pleur. Une éruption volcanique du volcan Nyiragongo à Goma. Une tristesse de plus. En octobre 2021, le journaliste d'investigation Israël Mutombo, en quête d'informations sur l'effectivité de l'état de siège dans la province de l'Ituri, rencontre la population qui souhaite et réclame le départ imminent de la MONUSCO. Car d'après cette population, cette entité des Nations Unies travaille contre les intérêts de leur province en s'alliant à leurs ennemis. Pourquoi la persistance de la guerre à l'est de la RDC? Une question qui reste sans réponse définitive, car les uns disent que cela découle des génocides de Tutsis au Rwanda en 1994, ainsi que les événements liés au Burundi. D'autres disent que c'est la convoitise des nations puissantes et sociétés multinationales. En 2022, continuerons-nous à assister à des scènes de tueries à l'est du pays? Cette question reste sans réponse, mais plein d'espoir, car nous croyons à la ferme volonté du chef de l'État Félix Tshisekedi d'en finir avec ces horreurs. Voilà, on vient de faire un recul sur l'état de la situation sécuritaire à l'est du pays. Vous êtes sans ignorer que le président de la République a décrété tout récemment l'état de siège au Nord Kivu ainsi qu'à l'Ituri. Qu'est-ce que cette option a apporté d'après vos acteurs politiques? Déjà, la complexité de cette guerre de l'Est, il faut comprendre que l'état de siège, c'est une solution ultime. En dehors de l'état de siège, je ne sais pas s'il y a une autre solution au-delà de celle-là. Aujourd'hui, il ne faut pas parler en termes de normes, de nombre de validations ou de l'Assemblée nationale pour prolonger l'état de siège. Nous sommes déjà à la 15e. Oui, mais il ne faut pas parler dans ce sens. Il faut parler en termes, ça prend quel délai aujourd'hui? Si nous disons 15e, on est autour de 7 ou 8 mois. Face à une guerre qui a fait plus de 20 ans d'ancrage, une guerre qui devient un système fonctionnel de certaines personnes, une guerre qui devient un système fonctionnel de certaines organisations, une guerre qui devient presque la mafia. Vous comprenez? C'est ce système qu'il faut déboulonner. Aujourd'hui, c'est une fierté de dire que pendant ces 7 ou 8 mois, il est vrai qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais il y a également des choses qui s'améliorent positivement, dans le sens certains axes qui n'étaient pas fréquentables pendant, avant les 6 ou 8 mois,
qui sont aujourd'hui fréquentables. Il y a certains villages qui n'étaient plus jamais accessibles. Aujourd'hui, la population est revenue. Donc, nous sommes dans un processus pour annuler. Le chef de l'État a fait une promesse pendant sa campagne que pendant sa mandature, il va annuler, régler définitivement cette question de l'Est. Et ça se fait d'une manière globale. À part la dimension militaire sur terrain, il y a la dimension politique, il y a la dimension diplomatique. Toutes ces actions, il y a même la dimension sociale, parce que tous ces jeunes gens-là qui sont en train d'aller en guerre, ils y vont parce qu'ils ne sont pas occupés. Il y a des institutions de formation professionnelle qui s'implantent là-bas pour encadrer des jeunes. La question même de la gratuité fait partie de cette solution globale pour que ceux qui n'étudient pas soient en mesure d'aller à l'école. Donc, dans la vision générale du chef de l'État, c'est de régler le problème, la complexité de ces problèmes d'une manière globale, non pas d'une manière sectorielle. Et c'est ce qui se fait. Et dans les jours qui viennent, dans les temps qui viennent, la promesse qu'il a faite à la population, quand il va revenir encore vers cette population, il va leur dire, voilà ce que j'avais promis, et regardez les résultats, on ne parle plus de cette guerre, parce que ça sera conjugué au passé. Je suis convaincu qu'avec la population de l'Est fustige la pérennisation de cet état de siège. Non, écoutez, vous avez vu les bilans. J'ai suivi quelqu'un sur votre plateau à parler d'un bilan. Depuis que l'état de siège a commencé, on est à plus ou moins 1700 morts. C'est tout à fait, je comprends. Mais face... C'est chaque jour qui passe. Oui, mais face à quel rythme hier? Une seule mort, c'est un drame, c'est un problème pour le pays. Je ne suis pas en train de dire que 1700 personnes mourir, c'est peu. C'est un fait normal. C'est un fait normal, non. Mais je suis en train de dire face à quel train d'hier. Le nombre là, c'est face à quel train. Et si vous analysez très bien, vous allez constater qu'il y a une réduction. Cette réduction est due à quoi? Justement, cet engagement d'état de guerre, d'état de siège. Toutes ces personnes qui étaient dans leur zone de confort, qui n'étaient plus jamais dérangés, ils ont produit des enfants, ils ont organisé leur vie dans cette dimension, vision de faire du mal aux Congolais par la guerre. Mais aujourd'hui, ils se sont dérangés. Dérangés parce que nos forces armées, nos vaillants militaires sont là et veulent le déloger. Mais pour prouver leur existence et décourager nos forces armées, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent toutes ces atrocités-là, qui en réalité, c'est une signe de faiblesse. En fouillant, ils produisent ces atrocités. Mais c'est une situation que nous déplorons, mais c'est pour un temps et ça va s'achever. Définitivement, je prie pour que ça ne continue plus et que nos frères ne continuent plus à tomber. Mais du moins, l'engagement du chef de l'État est tel que cette guerre va être conjuguée au passé avant la fin de sa mandature. Et il est dans un engagement, dans une action ultime, et même tous ceux qui sont en train de parler en dehors du pouvoir, dans l'opposition ou quoi, s'ils étaient au pouvoir, ils n'allaient pas avoir une autre action ultime si ce n'est que un état de siège. Vous ne savez pas? Non, que nous ne savons pas. Nous sommes dans la stratégie militaire, nous sommes dans la stratégie des combats. Il y a des choses. Aujourd'hui, si on doit parler dans un triangle rectangle, on connaît la loi de Pythagore, on connaît ceci, on connaît toutes ces stratégies. Il n'y a pas de choses qui s'inventent. Mais seulement, il y a la manière de faire qui se différencie de principes fonctionnels qui existent. Donc, non, alors, mais, Président Fiyou Ndondoboni, mais puisque vous parlez de l'état de siège, pensez-vous que le président de l'Assemblée nationale sait même qu'il y a d'autres députés qui sont dans la manœuvre de la situation sécuritaire? Oui, bon, mais pourquoi n'est pas dénoncé? Pourquoi n'est pas dénoncé? Non, s'il ne revient pas, il a fait une déclaration. Il a même lancé un appel aux députés nationaux qui sont membres de ce groupe armé. Écoutez, on sait que dans cette Assemblée nationale, il y a les députés qui sont des anciens RCD, les anciens rebelles sont là, les anciens trucs sont là, qui connaissent, qui peuvent connaître le système, qui le maîtrisent ou ne le maîtrisent pas, je ne sais pas. On a le service des renseignements, certainement ils investiguent là-dessus, certainement il y a des convocations, des personnes vont répondre dans tel ou tel autre domaine, certainement ça se fait, la justice également fait son travail. Le président de l'Assemblée, en tant qu'organe, dans un contexte précis, a fait un appel. C'est comme aujourd'hui, le gouverneur militaire lance des appels à la population pour leur dire, si vous voyez le truc, si vous voyez une personne qui a une forme assez bizarre, une attitude où vous ne connaissez pas, alertez, informez, composez avec la police ou l'armée pour que nous puissions traquer. C'est un appel qu'il a fait.
pareil, le président de l'Assemblée nationale a fait un appel pour que de bonne conscience, ceux qui sont soit dans cette situation ou qui peuvent connaître qu'ils s'impliquent de manière à ce que la solution soit trouvée d'une manière définitive. Parce que dans cette guerre, il y a le système qui se sont créés. Il y a peut-être des personnes qui ont leur carré, je sais pas, ils exploitent, je sais pas, certaines matières premières. Moi, je connais pas. Mais il revient au service des renseignements, à la justice, de faire ce travail pour identifier. Le président Fillon Ndondo Boni, c'est vrai, faire appel pour peut-être dénoncer, mais aujourd'hui, je ne sais pas, Duboucha, si vous avez me contredit, nous recevons de cas ici à Bosolo. Il y a des gens qui viennent de l'Est pour dire qu'ils sont victimes. La fois passée, nous avons reçu une femme ici avec un enfant. On a même caché les visages parce que la femme avait peur. Elle a dénoncé et aujourd'hui, elle est victime et de l'armée congolaise à l'Est de l'RDC. Oui, mais le problème... Ils sont poursuivis. Oui, mais il y a justement... C'est bien bon dénoncer, mais after dénoncer, qu'est-ce que ça va t'apporter? Mais en principe, oui, c'est vrai, mais c'est tout ça, ça fait partie du problème. Et l'organe compétent est censé sécuriser toutes ces personnes qui viennent dénoncer. Je pense que si vous avez des éléments, des preuves palpables qui montrent que les personnes sont menacées... Sur la télévision, des images... Il n'y a pas de problème. Allez, je crois que le promoteur de la chaîne a suffisamment des entrées de relations avec le service des renseignements et autres pour demander, aider ces gens-là à obtenir la sécurité dont ils ont besoin. Parce que l'État aujourd'hui, son rôle, c'est de protéger sa population. Nous ne sommes plus dans un système où l'État est en train de traquer, détruire ou tuer sa population. Ça n'existe plus. Vous avez vu le bilan, toutes les marches qui ont eu lieu dans ce pays, depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est au pouvoir, nous n'avons plus vécu des atrocités qu'on avait hier. Ça n'existe plus, ça appartient au passé. Donc c'est pour dire que nous sommes dans un environnement, il y a un effort qui est en train de se faire pour que le pays puisse effectivement vivre dans cette voie de la liberté, de la démocratie et de l'épanouissement des uns et des autres. Donc voilà, la chose se présente comme telle. Le président Félix Tshisekedi a levé cette option, mais une option qu'il s'est dit lui-même que aussi longtemps ces hostilités ne cesseront pas, il ne lâchera pas prise. Mais justement, vous pensez que l'état du siège va aller c'est lui le chef de l'État. Aujourd'hui, il assume la responsabilité de cette question de l'Est parce qu'il y a le passif et les actifs et qu'il a hérité. Donc, il doit être en mesure de rendre compte dans sa stratégie conçue. Il a compris que cette option est la meilleure. Il y a des éléments que toi et moi peut-être nous ne maîtrisons pas, mais le service des renseignements, le forces armées congolaises au niveau de l'état-major général, tous ces services des renseignements, ils ont des éléments qui montrent, qui prouvent que c'est la meilleure option. L'opposition qui parle, qui fait peut-être trop de bruit, n'a pas tous les éléments. Évidemment, n'a pas tous les éléments. Il y a toute une commission à l'Assemblée nationale qui parle de cette question sécuritaire à l'Est et tout ça. Mais il y a beaucoup d'informations là-dessus. Ils n'ont qu'à s'approcher de cette commission, ils vont comprendre. La même commission, hier, faisait la pression au gouvernement. Quand il a pris l'initiative d'approcher le gouvernement pour échanger autour de cette question, est-ce que vous entendez encore cette commission faire beaucoup de bruit? Non, parce qu'elle a compris de réalité. Elle a compris la question stratégique militaire ne se dit pas sur le grand plateau. C'est une stratégie militaire qui s'opère pour obtenir la victoire finale. Et cette victoire, il y a dimension de court terme, moyen terme et long terme. Et la question dans la stratégie globale est en voie de trouver la solution définitive. On échange des informations avec les armées étrangères comme l'Ouganda. On a appris tout récemment que la police rwandaise... Non, mais évidemment, vous avez appris ça où? Dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez entendu une déclaration officielle donnant l'information qu'il y a la police de tel pays qui est entrée dans notre honneur de ce... Non, il ne faut pas parler sur base d'on aurait appris. Il faut chercher les informations qui sont vraies. Vous savez, la guerre, gagner une guerre, il y a la dimension militaire, il y a la dimension diplomatique, il y a la dimension sécuritaire. Au-delà de ces dimensions, j'ai dit tout à l'heure, il y a même la dimension sociale qui doit être fonctionnelle pour régler définitivement la question de la guerre. Si vous ne voyez que les choses d'une manière sectorielle, vous ne gagnerez pas la guerre. Et surtout quand vous avez des pays frontaliers et que l'ennemi peut venir, la base arrière des autres peut se créer dans l'autre pays. Voilà pourquoi le chef de l'État
a opté pour cette solution de bon voisinage. Et surtout, qu'il est également président en exercice de l'Union africaine, une opportunité pour régler l'ensemble des problèmes de la question des Grands Lacs. Et on est en voie vers des solutions définitives. Voilà. Fiondondo Boni, avez-vous des propositions à faire pour mettre fin à cette guerre? Oui, les propositions existent. Ouais. On le fait. Mais je ne peux pas le faire sur le plateau. Comment il faut aller des prolongations en prolongation? Non, pas de prolongation. Non. Nous sommes déjà une... Vous savez, des propositions existent. Et aujourd'hui, le commandant suprême de forces armées, de nos forces armées, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec son bâton et la commande de l'armée, il est conscient de la réalité. Ne croyez pas que vous êtes plus conscient que lui. Ne croyez pas que vous souffrez plus que lui. Chaque jour, chaque seconde, il est informé à la minute de tout ce qui se passe à l'Est. Et il est conscient que c'est sous sa responsabilité. Et il y travaille, et en termes de moyens, vous avez suivi quand il était à Goma, comment lui-même a fustigé, a constaté le détournement de fonds qui allait même auprès de nos forces armées. Mais il y a des solutions qui ont été trouvées face à cette situation. Et aujourd'hui, on continue, nos forces armées, nos vaillants héros qui sont sur le terrain, se battent, travaillent. Et sur le plan diplomatique, il y a des actions qui se font. Sur le plan militaire, il y a des actions qui sont en train de s'entreprendre. Et dans les jours qui viennent, la courbe est en train de monter. Mais à un certain moment, elle va baisser et la crise va totalement s'annuler. Nous allons recouvrir totalement notre intégrité nationale et voilà, la population va être dans la paix avant la fin du mandat du chef de l'État. Nous revenons à vous, chers téléspectateurs. Prenons d'abord cet élément. Qu'est-ce qui a été fait dans le volet infrastructure en République démocratique du Congo après les travaux qui ont été lancés dans le cadre du projet Chilangelou Zéro Trop ici à Kinshasa et dans le reste de la République? Revivons ça dans cet élément. Vous en doutez, le travaux d'infrastructure dans le cadre du projet Chilangelou initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évolue en dents des scies, selon les prévisions arrêtées des 38 mois à travers la capitale et dans le reste des provinces. À chaque évolution, une évaluation s'impose également. Voilà qui justifie les multiples descentes du ministre des ITPR Alexis Guizaro qui s'appuie sur la finalisation de ces projets avant d'en emprunter d'autres qui pointent à l'horizon. Le week-end dernier, le patron des ITPR a fait la ronde de 4 districts partant de la Tchangou, Moamba, Funa puis Lukunga. C'est un projet qui fait à peu près, le tronçon fait 2 km à peu près et à peu près 9 mètres de large. Et donc nous sommes là, nous constatons que sur 1300 mètres, les travaux ont été exécutés. Nous sommes pratiquement à la couche maintenant de fondation. La couche de fondation a été faite, la couche de base a été faite. Maintenant il faut qu'on pose l'asphalte. Et nous avons donné des instructions très claires. Nous avons voulu qu'à ce stade, on puisse maintenant commencer à asphalter. Jusque-là, le constat est satisfaisant, en croire à Dos Ndombasi et l'idée Lafuna, compte tenu de l'allure que les travaux ont pris. Ce projet, bien sûr, qui est Chilangelou, nous avons commencé par Tchangou, Moamba, nous sommes à Funa, qui est ma circonscription électorale. Et nous sentons qu'il y a plusieurs avancées, plus de 7 km de routes qui sont aujourd'hui en bon état. Donc nous essayons d'y croire. Vous savez, mon rôle à moi n'est pas d'applaudir un ministre. Mon rôle à moi, c'est de l'accompagner. Quand ça ne marche pas, je dénonce. Et quand ça évolue, je dis oui, ça évolue, mais vous pouvez faire mieux, monsieur le ministre. Même constat du côté de l'honorable Guy Kalonji qui salue l'engagement de l'Office des voiries et drainage dans l'accomplissement de cette mission. Donc, population base à la Kimia, tozali kolandela makambongo ndenge to lobaka toujours dans 2 semaines mine d'état alobi moko akozonga lisusu awa aya komona ke dans 2 semaines déjà misala ya asphalter nzela ekobanda pona érosion apesaki biso déjà parole na ye parce que tokotaki déjà toyebisaki ye excellence peut-être tobosani ba étude déjà na mesa na yo donc ravin bako attaquer ango lisusu. Parce que oh ezali bijou pour na bana terre jaune. Depuis Mobutu, histoire yanzela o ezo remonter depuis tawana. Mobutu muto asala kinzela poto benga ngo terre jaune.
mais botala de Mobutu ti Félix Antoine Tshisekedi nde aye alobi bacha makadam ezali na ba signification ebele, c'est-à-dire pour la biso ezali bijou. Le travaux de Tilengelou et Zéro Trou s'effectue simultanément. Le ministre des ITPR, l'Office des voiries et drainage et toutes les entreprises mettent les bouchées doubles pour rendre toutes les voies de la République. Le secteur de l'éducation est au centre de la vie de l'homme. Plusieurs faits ont marqué ce secteur au cours de l'année 2021. L'enseignement supérieur et universitaire, mais également l'enseignement primaire, secondaire et technique sous les guides de deux warriors, Moïndo Nzangi et Tony Mwaba Kazadi. Nous vous laissons suivre le fait marquant dans le secteur de l'éducation, dans ces condensés de Ster et Yamoumé. Nous allons prendre aussi un élément sur la santé. 2021 a été marqué autant que 2020 par la situation sanitaire pour le monde entier en général et pour la République démocratique du Congo en particulier en raison défi sans précédent de la survenue de la 4e vague de la COVID-19. Une campagne de sensibilisation a été lancée par le ministère de la Santé afin de pousser la population congolaise à se faire vacciner. Le gouvernement de la RDC a aussi annoncé officiellement la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays. Ça, c'est un condensé de Grace Kenyero. L'année 2021 a été une année de grandes décisions dans le secteur de l'éducation congolais, à l'enseignement supérieur et universitaire comme à l'enseignement primaire et secondaire. Plusieurs faits ont marqué ces secteurs durant cette année. À l'enseignement supérieur et universitaire sous le guide de Moïndo Nzangi Butondo, la tenue des États généraux de l'enseignement supérieur a été un exploit. 50 ans après les dernières discussions, après ces travaux de 5 jours, plusieurs décisions ont été prises par Moïndo Nzangi, notamment la fermeture de quelques facultés de médecine non viables dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire. 2 jours après les États généraux, Moïndo Nzangi passe à la vitesse supérieure en fermant les facultés de médecine non viables dans la majorité des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Une décision qui va par la suite susciter des indignations dans le chef de responsable des établissements concernés, notamment l'ULK, qui a été rétabli par la suite dans ce droit. Cet arrêt du ministre a vu la fermeture de 83 établissements à travers toute la République, dont 39 dans la ville-province de Kinshasa. Dans ce même secteur de l'éducation, à l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwaba n'est pas resté inactif en prenant certaines décisions comme la désactivation des enseignants fictifs, bien que la rentrée scolaire a été confrontée par la grève des enseignants réclamant l'augmentation de leur barème salarial. Cela n'a pas empêché le ministre de tutelle d'engager des négociations d'Mbouela Lodge qui ont abouti à une résolution favorable sanctionnant la reprise effective de cours dans les établissements scolaires publics. Le secteur de l'éducation étant au centre de la vie de l'homme, le gouvernement est appelé à s'investir afin de garantir une éducation saine, susceptible de doter à la nation de personnes capables de changer toute situation précaire. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour la population de la zone de santé de Béni, dans la province du Nord Kivu, mais aussi de l'ensemble du peuple congolais. Annoncé depuis le 8 octobre dernier par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, l'épidémie de la maladie à virus Ebola n'aura duré que 2 mois et 9 jours. La 13e épidémie de la maladie à virus Ebola est la 3e du genre à Paris dans la province du Nord Kivu. Elle aura été vaincue un peu plus tôt que les 2 vagues précédentes qui avaient respectivement duré 3 mois et 2 ans. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, estime que la riposte à cette 13e épidémie qui s'est déclarée dans le contexte de l'état de siège proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République aura bénéficié de l'accompagnement et l'appui des autorités politico-militaires dans la mise en œuvre des activités de la riposte dans un système de santé fragilisé et une grève de personnel de santé. En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé, et selon le protocole OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu,
en République démocratique du Congo qui aura duré 2 mois et 9 jours. C'était également une occasion pour le numéro 1 de la santé publique, hygiène et prévention en RDC de remercier tous les prestataires de santé pour leur professionnalisme et ayant permis de maîtriser rapidement cette épidémie. Je salue singulièrement l'engagement des acteurs de la zone de santé de Béni, à qui je présente au nom du gouvernement mes vives félicitations ainsi que la reconnaissance de toute la population congolaise pour avoir suspendu leur grève en vue de riposter contre cette épidémie et à ses bons et loyaux services rendus. Et signalons que sur les 3 personnes qui ont été admises et mises sous traitement dans le centre de traitement Ebola, un seul décès a été déploré, soit un taux de guérison de 66,7%. Cette résurgence a eu des particularités à savoir. Plus de 50% de personnes affectées sont les enfants de moins de 5 ans, mais aussi la détection tardive liée à la grève du personnel de santé. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumbankoulou, a réceptionné à l'aéroport international d'Indjili un lot important du nouveau type de vaccin contre la COVID-19 appelé Moderna. Ce premier lot du vaccin Moderna est constitué de 250 300 doses. Pour la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, l'arrivée de ces lots marque à ce jour une étape importante et historique dans la lutte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Nous sommes dit, sous l'impulsion du président de la République qui veut que sa population soit sécurisée, on a dit on va diversifier. Nous avons réceptionné AstraZeneca, aujourd'hui c'est Moderna, mais dans les tout prochains jours, on aura les autres vaccins, Pfizer et les autres. Il faut noter que le vaccin Moderna sera utilisé en premier lieu dans les 15 provinces prioritaires à forte prévalence de Covid-19 sur les 26 que compte le pays. Aujourd'hui, c'est le premier lot, c'est 250 320 doses, mais ça va encore venir et il y a d'autres qui vont venir. Donc vous comprenez qu'on va vraiment disponibiliser suffisamment de vaccins pour que toute la population cible soit atteinte, même dans les fins fonds du pays. Signalons que le vaccin du laboratoire américain Moderna a obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe depuis le 6 janvier dernier. Il est devenu le 2e vaccin à être administré dans l'Union européenne. Voilà, on poursuit cette édition de la rétrospective avec notre invité, Fiyun Ndondoboni, président du parti Orange. Et là, vous venez de suivre quelques éléments qu'on a balancés, qui ont fait la une durant l'année 2021, surtout dans les volets infrastructures. Le président de la République avait donné le go du projet Chilingelou, piloté par le ministère de l'ITP. Un projet qui est en train de laisser dans la soif la population congolaise. Comment avez-vous jugé le début de ce projet et son évolution jusqu'à l'heure actuelle? Bon, de toute façon, déjà, le chef de l'État lui-même, pendant son discours à la nation, il a dit que la plupart des projets de la République ont souffert d'un problème de coordination et de gestion d'une manière globale. Donc aujourd'hui, la visite du chef de l'État dans le Grand Kasaï, comme la manière dont elle visite deux fois à Kinshasa, il n'y a pas seulement la question de se voir avec la population d'une manière indirecte, c'est aussi pour palper de près, voir la réalité de ces différents investissements qui ont été faits dans le pays. Mais comme par de la coordination, il ne doit pas être partout. C'est que ce sont les gens qui coordonnent, mais justement, mais ça devrait être, la responsabilité va être partagée à un certain moment. Okay. Vous comprenez que ce soit au niveau de Kasaï, toutes les routes nationales, ou à l'Est, où je ne sais pas, l'argent de la République a été décaissé dans plusieurs projets. Mais beaucoup de projets ne se sont pas matérialisés conformément à l'investissement tel que ça a été fait. Même à Kinshasa ici, comment le prouver? À Kinshasa ici, il y a beaucoup de projets. Combien d'années est-ce que l'avenue, combien de fois l'avenue Université, par exemple, n'a pas été réhabilitée? Est-ce que la somme demandée a été décaissée? Non, combien de fois? Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles il faut tabler. Il y a des organes compétents qui sont censés faire les contrôles là-dessus. Voilà. Ici, il est question seulement de dire qu'il y a des personnes qui ont bénéficié de la grâce d'avoir la confiance du chef de l'État, de faire le travail conformément à sa vision, conformément
aux engagements que le chef de l'État a pris avec la population, ces personnes ont la responsabilité de délivrer quel que soit le secteur. Que ce soit dans le secteur de l'infrastructure, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur de l'éducation. Donc, ils ont l'obligation d'apporter le résultat. Et ces personnes doivent se mettre au travail comme il se doit, de manière à ce que le résultat des uns et des autres dans les différents secteurs apporte le résultat général au chef de l'État pour qu'il soit à mesure de rendre compte à la population. Donc, lui-même, il a fait cette grande tournée au niveau des Kassai, il a vu, il sait ce qui a été décaissé, il connaît les engagements des uns et des autres par rapport aux différents projets, et je pense que s'il y a insatisfaction, à son retour, il y aura certainement des décisions qui vont être prises. Parce que le pays doit avancer, le secteur de l'infrastructure fait partie de priorités qui devra apporter le développement dans notre pays, et ce qui fait que ce secteur doit avancer. Et là où il y a des problèmes de coordination, je pense que les responsabilités vont être établies pour que les choses aillent dans le sens du changement. Alors, s'il faut parler des coulisses, dans les coulisses des coulisses, est-ce que le budget alloué au secteur des infrastructures pour qu'on s'attende à des résultats palpables? Moi, évidemment, le problème, il y a le budget d'une part, il y a l'exécution d'autre part. C'est-à-dire, quand il y a un budget... Ça doit se suivre. Hein? Oui, les deux doivent aller de pair. Mais s'il y a un budget, je donne un exemple, le président de l'Assemblée nationale du Sénat s'est plaint dans le sens qu'il y avait 740 projets planifiés dans l'exercice budgétaire 2021, mais il n'y a eu que moins de 100, une cinquantaine qui ont été exécutés. Donc il y a un problème. Il y a un problème parce que quand on démarre un exercice, les projets sont identifiés. Chaque responsable ou chef de projet, ça peut être au niveau de ministère, comme des agences locales. Chaque personne connaît, identifie ses projets. Il sait que la ligne budgétaire existe et ça devra démarrer. Pourquoi ça ne démarre pas? C'est là que le chef de l'État a parlé des problèmes de coordination, de gestion de projet justement. Et comme le problème a été identifié, je pense que les mesures conséquentes vont être prises pour que 2022, on puisse plus avoir ce genre de problème. C'est bon, nous pouvons prendre le secteur de l'éducation directement. Nous pouvons prendre le secteur de l'éducation, comme nous venons de le dire tout à l'heure, que le secteur de l'éducation est au centre de la vie de l'homme. Commençons par l'enseignement primaire, secondaire et technique avec Tony Mwaba Kazadi. Dites-nous un peu, Fiundondo Boni, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année il est vrai dans ce secteur, parce que nous avons connu de sérieux problèmes avec la gratuité. Surséance, il est vrai qu'il y avait le problème d'une manière claire de définir à quel niveau se fait la gratuité. Voilà. Parce qu'il y avait d'abord ce premier débat. L'école primaire, à mon humble avis, je pense que l'école primaire, c'est l'ancien système de première année primaire jusqu'en 6e année primaire. Selon mon entendement, c'est ça l'école primaire, l'enseignement de base. Il y a eu une autre option qui définissait l'enseignement de base jusqu'à première année, première CO, deuxième CO, qu'on appelle aujourd'hui 7e et 8e. Ouais. Donc, c'est cette question-là qu'il fallait d'abord clarifier et que tout le monde n'était pas aligné sur le même diapason. Alors ça, c'est le premier problème. Et deuxième problème, il y a cette question de grève, la rentrée scolaire qui a fragilisé un peu l'année, mais heureusement, le dialogue social entre le ministère et les différents syndicats a fait qu'on puisse trouver la solution et que la rentrée ait lieu. Je pense que ce qu'il faut dire dans l'avenir, c'est garder ces contacts de dialogue et que les engagements des uns et des autres, c'est matériel. C'est encore ça le problème des projets, parce que la gratuité de l'enseignement, c'est un projet. La gratuité, c'est un projet. Le chef de l'État a lancé les projets, il devra avoir la coordination de ces projets. Et dans cette gratuité, il y a d'une part les engagements de l'État, et d'autre part, il y a les engagements des enseignants et autres. Il y a le financement. La gratuité de l'enseignement cette année, est-ce que c'était une réussite ou un échec? Non, je ne peux pas parler en termes de réussite ou d'échec parce que je n'ai pas d'éléments palpables. Une seule chose que je sais, que nous avons dans ces pays, avant la gratuité, un taux de 33% d'analphabètes, c'est-à-dire plus de 33 millions de personnes qui ne savaient ni lire ni écrire.
Mais aujourd'hui, avec la gratuité, lire et écrire aujourd'hui, qui ne savent ni lire ni écrire. Mais c'est une question de temps. Aujourd'hui, je sais que chaque année, il y a au moins 2 millions de personnes de moins, 2 à 3 millions de personnes de moins qui réduisent cette quantité-là chaque année avec la gratuité de l'enseignement. Donc, vous comprenez que c'est un effort. Si nous étions à 33%, il y a une baisse au moins de cet élan de personnes qui peuvent aller à l'école, apprendre le fusque à écrire et à se valoriser. Vous savez, aujourd'hui, pour que notre IDH, nous entrions dans la lignée de pays en voie de développement ou de pays développés, il faut que notre IDH puisse s'améliorer, l'indice de développement humain. Et l'éducation a un impact terrible sur l'amélioration justement de cet indice. Donc là, on parle même de 0 analphabète. Mais nous, on a 33% de taux d'analphabète. Donc la gratuité aujourd'hui en soi, c'est une grande solution, mais il revient maintenant à chaque acteur une grande solution qui t'attend. Non, mais le problème maintenant, il faudra que chaque acteur politique ou chaque personne avec ses responsabilités prenne conscience de cela. Comment voulez-vous que nous sommes dans une nation où une bonne initiative comme ça est prise, l'opposition par exemple, au lieu de donner les idées positives d'amélioration, est en train d'attaquer et de critiquer? On est dans quel pays? Ils sont dans leur rôle. Hein? Non, écoutez, leur rôle ne pas ça. L'opposition, aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir une nation moderne. L'opposition, son rôle, l'opposition n'a pas le droit de parler. Il a le droit de parler. Ils peuvent contredire. Si ça ne marche mais il faut aujourd'hui apporter des propositions de solutions. Que devons-nous faire? Être patriote. Vous comprenez? Non, mais c'est ça la vraie opposition. Que devons-nous faire? Vous comprenez? La question de la gratuité d'aujourd'hui ou la question de l'éducation, ça ne concerne pas l'opposition et le pouvoir. Ça concerne l'avenir du Congo. Toutes les questions qui concernent l'avenir du Congo, ça ne sert à rien de faire un débat de critique ou quoi. C'est comme la question qui concerne l'armée, la sécurité, la question qui concerne toute question qui concerne le Congo là. C'est ça, ce sont des questions qui devrait apporter, que chaque personne devrait apporter les idées pour que nous allions de l'avant. Mais le reste des questions politiques, autres questions électorales, quel régime, je ne sais pas quoi, chacun peut exprimer ses idées, il peut y avoir divergence. Mais toute question qui concerne le soubassement du Congo, l'éducation de nos enfants, il faut que nous puissions apporter des solutions. Mais quand les choses sont claires, vous désactivez les enseignants à quelques jours de la rentrée scolaire, les enfants n'ont pas accès à 4 semaines de la rentrée. C'est compliqué. Il ne faut pas aujourd'hui généraliser un cas isolé, soit d'un comportement ou de l'humeur de telle ou telle autre personne à une action salutaire comme celle de la gratuité. Déjà, dans le processus d'une désactivation, dans le procédure ou dans la procédure d'une désactivation, il y a un mécanisme quand même. Donc, je pense qu'il ne faut pas mêler les choses, prendre ces cas isolés qui n'est pas peut-être un exemple, un modèle. Ça fragilise, vous le savez bien. Je pense que cette question a été réglée dans la discussion directe avec les différents syndicats et les uns et les autres ont reconnu leurs faiblesses pour améliorer de manière à aller de l'avant. Donc c'est vraiment un cas isolé, il ne faut pas noircir l'ensemble du programme de la gratuité face à ces cas isolés qui est peut-être lié à une mauvaise appréhension de la chose par XY personne. Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a initié des réformes, hein, s'il faut qu'on les dise. Hein. Mais seulement, il y a un problème qui résiste jusque-là entre lui et les banques syndicales. Comment sortir de cette impasse? Non, vous savez, il faut toujours, tu peux avoir, même, hein, là, excusez-moi, j'ai rentré dans la parole de Dieu, tu peux être dans la volonté de Dieu, mais si tu n'es pas dans les temps de Dieu, ton projet va échouer. Comme Tony Kazadi. Non, je n'ai pas dit comme lui. Mais je dis seulement que dans la discussion, dans la gestion de personnes, dans la gestion des projets, il faut savoir jouer sur les différents acteurs et avoir l'adhésion de ces différents acteurs de manière à ce que tu fais puisse atteindre ou arriver à atteindre sa finalité. Le conseil que je peux seulement prodiguer, c'est arriver à mettre le projet sur la table. Ça va à l'endroit de qui? Discuter avec le ça va à l'endroit de qui? Que ce soit le ministre ou toute autre personne. Parce que discuter
avec les personnes concernées, on n'a pas l'exclusivité du bon sens. Discutez avec les personnes concernées, parce que si dans ton projet, en tant que leader, tu n'arrives pas à influencer ou à obtenir l'adhésion des différents acteurs faisant partie de ton projet est voué à l'échec. C'est comme aujourd'hui, tu veux faire un projet, tu n'intègres pas la communauté locale qui est censée bénéficier de ton projet, ça sera un échec. Donc, le conseil qui se prodigue est que les différentes personnes ou acteurs, on ne gère pas le pays par défi, on gère le pays par la participation des uns et des autres. Qu'on suive un peu l'exemple du chef de l'État qui fait participer tout le monde dans la gestion des choses. Donc, aujourd'hui, s'il y a des réformes à faire au niveau de l'enseignement de l'éducation nationale, les différents acteurs sont connus. Associez les différents acteurs, donnez votre idée, donnez-leur le temps d'analyser parce qu'ils sont experts dans le secteur. Ils maîtrisent le secteur plus que quiconque. Le ministre, c'est une fonction politique, mais il y a des experts qui ont fait des années et des années. Il y a des bons et des mauvais, on ne refuse pas, mais du moins, il y a des experts dans le secteur. Associez-le, obtiens leurs avis, et quand tout le monde adhère, il y a des méthodes pour faire adhérer tout le monde, vous allez aller directement vers le succès de votre projet. Mais c'est comme si l'éducation nationale n'a pas de chance. Hein. Il y a eu un dernier feuilleton entre le Premier ministre et aussi le ministre de l'ESU, Bruno Nzangi, qui a signé des arrêtés contestés par le Premier ministre. Je pense que c'est le même conseil. C'est le même conseil. Nzangi est contredit, même dans différentes universités. Nous avons vu les cas de recommandations des États généraux de l'ESU, tenus à Lubumbashi. Juste après, parmi les recommandations, il fallait supprimer d'autres facultés dans différentes universités. Mais après, par exemple, le cas de l'Université libre de Kinshasa, nous avons vu les cours d'appel, la Cour plutôt, contredire le ministre. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, nous-mêmes au niveau l'ordre des architectes, il y a de réalités qui existent. Cette contradiction entre ministre et cour, c'est quoi? Vous savez, il y a de réalités. Nous sommes un grand pays où aujourd'hui nous manquons de médecins dans certains coins de la République parce que la production de médecins est limitée. Il est vrai que ce médecin-là, peut-être qu'ils sont produits dans telle ou telle autre école, n'ont pas le niveau. Il est vrai. Moi, je suis allé dans certains villages où vous trouvez tout un village avec un certain nombre de populations et dans ces villages, il n'y a qu'un seul infirmier qu'on appelle docteur ou médecin. Mais c'est lui qui gère la vie de toute cette communauté-là. C'est la responsabilité de l'État. Justement, c'est la responsabilité de l'État. Maintenant, quand on veut prendre des décisions, il faut tenir compte de toutes ces réalités. La réalité sur terrain est celle-là. Est-ce qu'il est question de suspendre ou il est question d'améliorer? Ça, c'est d'abord parce que nous devons avoir le nombre conséquent qui soit à mesure d'alimenter ou de soigner l'ensemble de la population. Pareil de côté infrastructure ou autre. Il y a des coins où il n'y a aucune personne qui a la compréhension dans les secteurs de l'infrastructure. Alors, vous apprenez qu'une initiative qui est née, par exemple, à Bumba ou à Lissala, une école de construction ou d'architecture qui naît pour régler les problèmes locaux. Mais cette école, peut-être, ça produit des personnes de moindre qualité par rapport à Kinshasa. Mais ces personnes-là arrivent quand même à régler les problèmes locaux. Mais il est question de fermer ou il est question d'identifier, les aider à les développer. Tout ça, ce sont les analyses à faire pour atteindre la voie du développement. Je pense que s'il y a un dialogue direct avec les différents acteurs, certaines erreurs ne seront pas commises et on n'aboutira pas à de telles conséquences. Parlons de la santé. Vous avez suivi tout à l'heure que par rapport à la 4e vague de la COVID-19, une campagne de sensibilisation a été lancée par le ministre de la Santé afin de pousser la population congolaise à se faire vacciner. Mais aujourd'hui, nous voyons que la population congolaise, vraiment, ne veut pas se faire vacciner. Il y a plus de raisons. 45 $, nous n'en avons pas. Le matin, on n'arrive pas à s'acheter même un pain de 300 francs. Comment nous allons nous faire vacciner avec 45 $? Bon, à ce que je sache, la vaccination est gratuite. Là, vous m'apprenez que... Urgence, quand il y a urgence à l'INRB. Là, vous m'apprenez qu'il y a de paiement. Je dois vérifier. Mais bon, la vaccination, chacun est libre de lever l'option d'aller se faire vacciner ou pas. Ce n'est pas une obligation. Le ministre a exprimé le vœu du gouvernement parce que le rôle du gouvernement est de sécuriser sa population.
Il a dit, je l'ai suivi, le vaccin reste le meilleur moyen qui puisse garantir la sécurité de tout le monde. Il a exprimé le vœu. Maintenant, il doit s'en suivre des sensibilisations, tout ça, pour que cette vaccination puisse se faire. On a suivi les vaccins du genre polio et autres. Bon, pourquoi ne pas arriver à des sensibilisations pareilles pour qu'on aille, je ne sais pas, porte à porte, vacciner les gens? Peut-être qu'on aboutira à ça. Mais la chose la plus importante, je pense que c'est la sensibilisation. Le chef de l'État lui-même a prêché par l'exemple. D'autres acteurs politiques ont prêché par l'exemple. Donc aujourd'hui, il est question que chaque personne prenne conscience et lève une option personnelle pour arriver à adhérer, encore une fois adhérer au projet, parce que c'est un projet. Adhérer au projet, donc voilà. Mais sinon, ça revient à la liberté de uns et des autres. Est-ce que c'est une bonne méthode d'appeler la population à se faire vacciner pendant que même si vous obtenez les vaccins, vous êtes exposé à la contamination? Non, mais il y a des experts qui sont gérés, des experts du gouvernement dans les secteurs. S'ils lèvent les options, je crois qu'il y a une task force qui existe. Quand ils lèvent les options pour donner la solution au pays, je pense que ça reste la meilleure option par rapport à la proposition qui est faite. Mais évidemment, ça n'exclut pas quelqu'un d'avoir son jugement personnel face à une question donnée. Bon, il y a beaucoup de vaccins au pays à part la Covid. C'est pas tout le monde qui a réussi à avoir tous ces vaccins. Bon, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de vaccin de la malaria, mais les gens se soignent contre la malaria et bon, enfin, les gens vivent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont cette réflexion, même si je ne me suis pas vacciné avec la Covid, tant qu'il y a les protocoles, donc je pourrais survivre. Si je ne me sens pas bien, il y a un protocole, je vais me faire soigner. Donc, tout ça, c'est une question de la sensibilisation tout simplement. Et avec cette sensibilisation, si elle est accentuée, bon, heureusement, la 4e vague, on nous parle d'un virus qui n'est pas agressif comme celui de la 3e vague, mais la contagion est extrêmement rapide, mais du moins, ça rentre un peu vers la grippe normale. Bon, enfin, implorons la grâce de Dieu que ça redevienne normal et que cette histoire de Covid qui a déstabilisé nos économies, qui a déstabilisé beaucoup de projets, soit derrière nous et qu'on s'engage vers la vraie voie de développement. Est-ce que la population congolaise et aussi ses autorités ont bien communiqué sur la prévention de cette pandémie? Bien communiquer, je ne sais pas, ce n'est pas à moi d'évaluer. Donc il faut faire une évaluation. Il faut savoir, quand même. Ouais, il faut savoir qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait. La mesure de 23 heures, est-ce que le virus surkill? Mais je pense que les mesures barrières, jusqu'aujourd'hui, ont joué un rôle. Pourquoi seulement 23 heures? Ça a joué un rôle. La Covid-19 surkill l'a vu ou comment? Nous connaissons, les Quinois se connaissent. Surtout à quelques jours de fête de fin d'année. Les Quinois se connaissent. L'histoire de 23 heures couvre-feu, à mon humble avis, ça sauvait le pays. Okay. Couvre-feu, ça c'est un. De deux, l'histoire de veillée mortuaire et tout ça, l'enterrement après, tout ça, ça sauvait le pays. Parce que si nous voyons la manière dont il y avait étouffement, entassement de personnes, dans le deuil, concentration, tout ça, vraiment ça sauvait. Et même aujourd'hui, en dehors même de la maladie de la Covid, il y a d'autres maladies qui pouvaient attraper les uns et les autres, la manière dont on pleurait nos bien-aimés qui nous quittaient. Vous comprenez? Donc je pense que toutes ces choses, il y a même certains coins de notre pays qui avaient déjà ce genre de pratiques. Il y a peut-être que nous en RDC qui étions restés avec des pratiques, vous restez toute la nuit, tout ça. Mais beaucoup de pays avaient déjà... Aujourd'hui, l'opposition parle de 2 poids 2 mesures par rapport aux obsèques de Maître Tété Kaboué. Oui. 2 poids 2 mesures. Par rapport aux obsèques de Maître Tété Kaboué. C'est-à-dire? On a vu les politiques, c'est massé. Et puis, c'est frotté. Mais nous ne sommes pas là. Non, mais quand vous parlez de 2 poids 2 mesures, quand vous parlez, attendez, je ne vais pas laisser ça. Je vais pas. Quand nous parlons de la propagation, nous avons vu la présence de plusieurs personnes. Quand nous parlons de la propagation de la pandémie, là, il n'y avait pas respect des gestes barrières. Vous permettez, madame, vous faites une nuance. Est-ce que vous êtes d'avis que tous ces gars-là, tous ces hommes-là qui prennent les transports en commun pour se rendre dans différents coins de la capitale ne sont pas contaminés le jour, que c'est que se promènent la nuit? Par exemple, avant que je rentre sur cette question-là... Le bus Transco, par exemple. Oui, mais avant que j'y rentre... Allez-y. Mais vous parlez le deuil de feu Maître... C'est juste un exemple. Oui, c'est un exemple. Voilà. Mais
quand toutes ces marches qui s'organisent par l'opposition et qu'on leur dit qu'il ne faut pas faire la marche pour respecter les mesures barrières, qu'est-ce qu'ils répondent? Mais on voit les images, comment ils s'entassent dans la marche. Et quand on accueille le chef de l'État à l'aéroport... Non, mais évidemment, on exige à ce que tout le monde soit porté. Oui, masque, vous comprenez? Donc ici, dans la dimension politique, il est question que chaque acteur politique assume ses responsabilités. Quand vous allez faire votre marche, portez de masque correctement. Je pense que ça fait partie de mesures barrières. Quand vous allez accueillir quelqu'un à l'aéroport, portez votre masque correctement. Quand vous accueillez le chef de l'État après une mission. Oui, quand vous allez, parce qu'il n'y a pas que le chef de l'État qui a été accueilli, il y a eu beaucoup d'acteurs politiques qui ont été accueillis avant même l'arrivée du chef de l'État ou après, il y a beaucoup qui ont été accueillis. Mais la chose la plus importante, quand l'autorité accorde, il faut porter le masque et respecter la distanciation. Vous comprenez? Quand vous allez dans un deuil, il faut porter le masque. Je pense que là, encore une fois, si vous observez très bien le chef de l'État, vous allez constater qu'à chaque sortie, à chaque moment, il porte toujours son masque pour prêcher par l'exemple, de manière à ce que l'ensemble de la population le suive comme modèle. Ça, c'est très important. Alors, pareil pour les cas des Transco et autres, tout ça, il faut porter le masque. C'est pour notre propre bien. Il ne faut même pas qu'on puisse te demander de le porter. C'est pour notre propre bien. On n'a pas besoin, si tu es informé, porte ton masque, tout ça, et tu vas te sécuriser vis-à-vis de tierces. Merci beaucoup à vous, Fiyou Ndondoboni. Présentez les vœux avant de nous quitter. Bon, je présente le vœu à toute la population congolaise, à ma famille restreinte, au cadre du parti, à mon épouse, à mes enfants, à mes collaborateurs, tout le monde. Je présente le vœu à tout le monde et je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, que nous puissions être à 2 jours de la fin de l'année et Dieu nous fasse grâce, les 2 jours qui restent, nous puissions effectivement entrer en 2022 par sa grâce et que 2022 soit pour nous une année où nous serons à mesure de relever effectivement notre tête, parce qu'il est peut-être vrai qu'en 2021, on a eu beaucoup de problèmes, de difficultés, mais 2022 devrait être une année où nous allons avoir des têtes hautes et relever les défis qui seront en face de nous. Donc gardons espoir, c'est dans l'espoir qu'on peut changer l'avenir, pas dans les désespoirs. Donc chaque Congolais se redonne l'espoir pour 2022 et avec cet espoir-là, on sera à mesure de bâtir un nouveau Congo, un véritable Congo de nos enfants pour le bien-être des uns et des autres, pour la gloire de Dieu, bien sûr. Voilà, merci beaucoup, Fiyou Ndondoboni. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous recevoir sur nos plateaux de Bosolo TV dans la page rétrospective de l'année 2021. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation à vous également. Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Je vous rappelle que Fiyou Ndondoboni est président du Parti Orange. Nous poursuivons cette édition de la rétrospective avec cet élément. Le temps pour nous de parler du processus électoral qui a conduit à la désignation de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI a été un véritable coup de théâtre en République démocratique du Congo pour arriver à la désignation du successeur de Corneille Nangaa. Le représentant des confessions religieuses avait reçu mandat de désigner le nouveau président de la centrale électorale. On fait vivre le pays un scénario qui a suscité une ambiance émouvante au sein de la classe politique en l'an 2021. Images et commentaires. Le processus électoral en RDC a été un scénario vivant qui a fait vivre une ambiance émouvante en 2021. Ceci mettant en scène les acteurs politiques et les clergés sur la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, les confessions religieuses ayant remis en cause la décision du bureau Mabunda entérinant Ronsard Malonda comme les successeurs de Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale. Le président de la République démocratique du Congo a à nouveau confié la mission à la plateforme de confession religieuse pour qu'elle parvienne à dégager un consensus dans la désignation de nouveaux animateurs de la CENI. Ayant reçu la mission du chef de l'État, la plateforme de confession religieuse n'a pas tardé de se mettre au travail afin d'arriver à se mettre d'accord sur le profil de celui qui saura conduire cette institution d'appui à la démocratie afin d'éviter toutes les irrégularités qui soulèvent de contestations à chaque processus électoral. Mais ne s'étant pas mis d'accord sur certains éléments
Les 8 représentants de confessions religieuses qui constituent cette plateforme se sont séparés sans issue favorable au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. N'ayant pas apprécié l'attitude de la SENCO et de l'Église protestante qui s'est constituée en blocage dans le choix des 6 confessions religieuses portées sur Denis Kadima Kazadi, le groupe de 6 est resté campé sur son choix car Kadima était le seul candidat qui remplissait tous les critères possibles. Et pour se remettre à cette lourde charge qui leur a été confiée par le garant de la nation dans la désignation de nouveaux animateurs de la CENI, les 6 confessions religieuses ont choisi d'aller poursuivre leurs travaux au siège de la CIME dans la commune d'Ngaliema où leurs différentes séances de travail ont conclu à l'élaboration de procès-verbaux qui ont été déposés par la suite au bureau de l'Assemblée nationale. Pour le camp de la SENCO et de l'Église protestante, la démarche poursuivie par les 6 confessions religieuses a été faite dans la violation de certaines dispositions de la charte de plateforme de confession religieuse dont seul le président de cette structure est censé l'engager, chose que le groupe de Dodo Kamba rejette en bloc, d'autant plus que pour les 6 confessions religieuses, l'acte posé se voit être fait dans le respect des tests régissant leur plateforme. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, va après les dépôts de PV des 6 confessions religieuses accorder un délai de 72 heures aux représentants religieux de privilégier l'intérêt national en vue d'arriver à dégager un consensus à la question qui leur divise. Au regard de cette demande du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, les 2 camps sont restés campés sur leur position car les 6 confessions religieuses n'ont pas voulu se soumettre aux exigences de la SENCO et de l'Église protestante qui recommandaient la reprise de travaux par l'élimination de tous les candidats à problème pour tout reprendre à zéro. Le violon ne s'étant pas accordé entre les confessions religieuses sur cette question, le bureau a décidé de passer enfin à la vitesse supérieure en soumettant le PV à la commission paritaire mixte qui va procéder à l'examen de ce rapport, chose qui va amener à l'Assemblée nationale à l'entérinement de Denis Kadima Kazadi comme président de la centrale électorale. Bien que l'entérinement de Denis Kadima Kazadi par l'Assemblée nationale sera contesté par la SENCO, l'Église protestante et une frange de l'opposition, cela ne va pas empêcher le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à prendre acte de la décision de la Chambre basse. Chose qui verra l'investiture de Denis Kadima Kazadi et tout son bureau le mardi 26 octobre de l'année 2021. Il s'est de rappeler que Denis Kadima Kazadi a promis d'accélérer le processus électoral et par la même occasion, le nouveau président de la CENI promet d'organiser les premières élections libres et transparentes que le pays n'a jamais connues.